Est-ce que, Marie, on regarde un peu les questions qui sont déjà dans le chat, Oui, un peu. Et du coup, il y a une personne qui nous écrit, qui nous dit qu'elle coordonne un programme maladie rare. Et voilà, nous avons un problème de recrutement, notamment concernant la non-possibilité de proposer des bons de transport pour des patients malvoyants. Sur notre hôpital, les journées d'OTP en groupe n'étant pas éligibles à une prise en charge telle que l'HDJ, avez-vous des pistes pour nous aider? Mm. Pas plus que ça. Alors après, je sais qu'il y a certaines structures qui couplent les ateliers, enfin les programmes. Alors du coup, ça fait que c'est un peu moins fluide. Enfin, c'est un peu plus organisé qu'un programme où normalement le patient doit fait que ce qu'il veut, etc. Ils couplent le programme avec une consultation. Quand il y a une consultation vraiment sur un centre de compétences national, bah, ils essayent de faire le même jour. Donc en fait, ça limite les groupes. Après, sauf si on arrive, alors faut arriver suivant les pathologies. Après, tout est très différent selon les pathologies. Moi, par exemple, c'est de la dialyse. Donc moi, ce problème-là, je l'ai pas parce que le patient, il est là de toute façon. Et j'ai pas de problème de patient qui est pas là. Donc ça aussi, parce que ça, c'est un gros souci dans les programmes, ceux qui s'inscrivent et qui viennent pas, enfin ceux qu'on a invités et qui ne viennent pas. Mais du coup, c'est vraiment très dépendant enfin, des programmes, en fait, en général. Mais je sais qu'il y a pas mal de structures qui font ça. Et du coup, qui font de l'individuel et pas du groupe à ce moment-là. Parce qu'en fait, bah, on n'a pas forcément deux patients le même jour sur le TP. Je sais pas si c'est une... Merci. C'était moi la question. En fait, l'intérêt de ces groupes-là, c'est justement d'être en groupe, puisque une grosse demande des patients, c'est de se rencontrer entre eux. Ouais. Alors Euh, après, et il y a le l'IETP. Il y a pas mal d'associations de maladies rares ou qui se lancent plutôt dans l'IETP plutôt que dans le TP. Enfin, ils vont faire de l'ETP, bah, comme je vous ai dit, là, en individuel quand il y a la consultation, et en même temps, ils vont faire des groupes en IETP, en visio comme on fait là actuellement. ouais, c'est ce qu'on va proposer, mais toujours avec les soucis des personnes malvoyantes, où ça complique encore Ah oui, la en visio, plus. quoi. Donc, ouais, si c'est Mais adapté. on cherche, Ouais. on cherche. Merci Après, beaucoup. faut arriver justement, c'est un peu le but de tout ça, c'est de voir s'il n'y a pas, alors sur votre territoire ou pas, là, on s'en fiche, c'est de voir s'il n'y a pas justement trouver des, des programmes existants, par exemple sur des personnes malvoyantes. Alors pas forcément sur la pathologie que vous avez, mais du coup voir ce qu'eux ils font. Donc après, bah, c'est essayer de retrouver les ressources, donc appeler le pôle ETP, je fais de la pub. Et puis après, enfin pas appeler, envoyer un mail. Ou alors, il y a aussi, alors pour l'Île-de-France, il y a Cartep qui a été qui était en place et qui là vient, je ne sais pas si ça a été ça y est lancé, mais ça va venir. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme qui va permettre d'avoir une photographie de tous les programmes ETP autorisés sur l'Île-de-France et on peut filtrer par pathologie. Donc après, D'accord. soit par pathologie, soit par... Après, on peut filtrer par département d'Île-de-France. C'est que l'Île-de-France. C'est mis en place par l'ARS. Donc il a Ok. fallu que tous les coordonnateurs, normalement, en tant que coordonnateur sur l'Île-de-France, vous avez dû recevoir Oui. bah, de bien mettre à jour. Et l'idée, ça existait déjà, mais en fait, ça avait été fait en 2011-12, je ne sais plus. Et bah, il était resté figé et depuis, il n'avait pas été mis à jour. Donc l'idée, ça va être que vraiment on puisse le faire. Faut penser, hein. Alors ça va être un rôle du coordonnateur, de penser, si vous faites évoluer votre programme, de faire évoluer votre carte. C'est une espèce de carte d'identité du programme. Et du coup, vous, ça peut être intéressant de voir s'il existe d'autres programmes, pas forcément sur cette maladie rare, mais sur des personnes malvoyantes. Ok, très bien. C'est déjà une piste. Merci beaucoup. Il y a une autre question aussi, je ne sais pas si tu vas pouvoir être exhaustif sur cette question, mais pourriez-vous rappeler les indicateurs de suivi demandés par l'ARS Île-de-France que le coordonnateur doit suivre? Alors, il y a des choses très simples. La composition de votre équipe,
avec formation. Donc, ça, en tant que coordonnateur, ça aussi, c'est une chose qu'il faut organiser. Dans les rôles de coordinateur, ça va être aussi d'organiser des outils de traçabilité de tout ce qu'il va vous falloir pour l'évaluation. Et donc, du coup, dans les outils, il y a avoir un dossier avec tous les attestations de formation de votre équipe. Parce que sans l'attestation, et ben après, ils refusent ils mettent en suspens l'autorisation. En fait. Il y a ça, alors, il y a le nombre de réunions, si on reste sur l'équipe, le nombre de réunions pluridisciplinaires que vous avez organisées dans l'année. Alors, il nous demande le nombre de patients qu'on a dans la file active, en gros, le nombre de diagnostiqués enfin, BEP que vous avez fait dans l'année, le nombre d'ateliers, en gros, là, en moyenne, le nombre de patients présents dans ces ateliers. Il y a toute une partie qui est plutôt, qui est pas très objective, qui est très subjective sur notre ressenti par rapport à la littératie de nos patients et comment on gère la littératie des patients. Voilà. Et aussi toute la partie ressentie quand même sur les effets sur le patient, entre guillemets. Donc ça, soit vous êtes objectif parce que vous avez créé des, des, des questionnaires, soit pré, post-atelier ou enfin, avec les patients, soit pour évaluer les compétences, soit on est plus sur de la qualité de vie, etc. Et donc, on va évaluer, pareil, la qualité, alors de vie, entre guillemets, mais du patient avant-après. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a plein de choses. Mais par contre, vous pouvez, si c'est la question, c'est peut-être d'avoir une trame, euh, une trame vierge, en fait, de ce qu'on nous demande à l'ARS tous les ans. Je pense que c'est téléchargeable sur le site. Voilà. Après, c'est à peu près, une fois que vous avez fait une fois, parce que ça stresse beaucoup, hein, mais la première fois, sachant que nous, enfin moi quand j'ai commencé, en fait, il n'y avait pas de trame. Et en fait, après, eux, sur l'Île-de-France, on a une chance finalement, c'est qu'il y a une trame de ce qu'on nous demande. Et donc, on sait à peu près d'une année sur l'autre, on sait à peu près ce qu'ils nous demandent. Alors, tous les ans, il y a quand même une question surprise auquel on n'avait pas pensé. Mais sinon, du coup, ça permet quand même, on sait à peu près dans nos outils de coordination ce qu'il faut avoir dans nos outils de coordination. En fait. Donc il y a ça, et il y a aussi une question, une année, ça c'est sorti, puis du coup c'est resté, c'est par exemple l'âge moyen de vos patients, etc., le département où ils habitent. Donc ça, moi, c'est des choses que je n'avais pas forcément dans mes tablettes au départ, et je l'ai rajouté au fur et à mesure dans mon fameux tableau Excel. Comme ça, bah, je fais une requête à la fin. Après, vous avez, suivant les structures aussi, pour ceux qui sont en hospitalier ou vraiment en établissement de santé, on a le dossier. Souvent, dans les dossiers médicaux, on peut faire des requêtes. Donc, c'est assez simple il y a des choses qui peuvent être compliquées en ville et pas en structure. Voilà. Je ne sais pas Juste, si j'ai été assez. ouais, juste pour préciser, parce qu'il y a la question, quand Séverine parle de la trame, tu parles des questions qu'il y a sur démarche simplifiée quand on remplit son Oui, évaluation. c'est ça. Donc, c'est pas sur le site du pôle, c'est pas une trame Ah qu'on non, sur invente, le site de l'ARS. c'est Enfin, ça. je suppose. En fait, c'est les questionnaires que on doit répondre C'est quand on va l'évaluation faire l'évaluation. annuelle. Ouais. C'est ce qu'ils appellent l'évaluation annuelle. Enfin, ça change. Des fois, c'est l'évaluation annuelle. Et alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, la quadriennale, ça paraît vraiment énorme. Et en fait, quand on regarde, si vous avez bien fait vos 4 annuels, bah, c'est juste recopier ce que vous avez fait dans l'annuel et faire une synthèse, en fait. Donc, c'est vrai qu'au départ, ça paraît énorme. Et en fait, petit à petit, au départ, moi, je me disais, oh là là, il me faut une semaine pour remplir. Puis maintenant, je prends enfin, c'est une journée, quoi. Vraiment, mais si vous avez bien réfléchi à vos indicateurs avant. Mais ça, en fait, c'est eux qui ont les indicateurs. Vous pouvez rajouter des indicateurs parce qu'il y a toute une partie libre. Mais les indicateurs obligatoires, c'est eux et c'est vraiment pas très compliqué. Séverine, tu as parlé des outils de la coordination. Est-ce que tu peux parler un peu plus? Parce qu'il y a aussi une question autour de ça sur le chat. Alors, en fait, pour la coordination, tous les outils qu'on peut, enfin, le dossier éducatif, par exemple,
C'est-à-dire ça va être du consentement au BEP, aux restitutions d'ateliers, etc. Ça fait partie des outils de coordination parce que ça va nous servir pour l'évaluation derrière. Donc ça, c'est tout ce qui est... et ça, on l'a fait, nous, dans notre équipe, et puis dans pas mal d'équipes, on l'a fait ensemble, en fait. On l'a créé ensemble. Tout ce qui est outils de traçabilité et du coup un tableau de bord qui reprend ah, la majorité des indicateurs demandés. Les outils de com, c'est un outil de coordination aussi, hein, tout ce qui est com interne, externe, les posters, les flyers, etc. Ce qui marche bien aussi, que moi j'avais mis en place, et du coup à chaque fois quand on en parle sur les journées coordination, c'est des checklists qui permettent à l'équipe de savoir ce qu'ils doivent faire. Enfin voilà, je fais un BEP, qu'est-ce que je dois sortir, où est-ce que je dois le rentrer. Une fois que j'ai fait le BEP, vous le faites, vous savez le faire, mais où est-ce que je dois tracer, où est-ce que je dois ranger le dossier, etc. Je fais un atelier, qu'est-ce que je dois préparer avant, qui est-ce qui fait ci, qui est-ce qui fait quoi. Donc c'est plutôt une checklist ou un plan d'action par étape en fait. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout. Enfin, c'est tout. Oui, je crois, à peu près. C'est vrai que, et après, faut savoir, euh, en tant que coordonnateur, c'est toujours cette façon de déléguer et de dire, c'est pas le coordonnateur qui remplit forcément les tableaux de bord, etc. C'est chacun qui fait. L'idéal, c'est ça, hein. C'est que euh, sinon, le coordonnateur, il peut plus. Euh, chaque personne qui fait une action éducative est responsable de ce qu'il fait jusqu'à la traçabilité pour qu'on puisse valoriser, toujours ce mot, valoriser les actions derrière dans l'évaluation. Donc, ce sont des outils que le coordinateur lui-même, il va créer pour organiser ses fonctions, Bah, ses actions. on- c'est ça, alors créer ou récupérer, hein, voilà. Parce que après, il y a des choses qu'on est obligé de créer en fonction de notre programme. Parce que même pour une même pathologie, si vous êtes dans une clinique, si vous êtes. Enfin, en fait, c'est vraiment très. Mais il y a des choses basiques, quoi. La liste de vos patients avec, je sais pas moi, les dates de naissance, les ateliers. Est-ce que le patient a fait. Donc moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mettre le parcours éducatif du patient sur tout le tableau Excel, en fait. Donc le nom du patient, le BEP, est-ce qu'il l'a fait, quelle année, le consentement, le BEP, les ateliers, etc., et l'évaluation finale. Et comme ça, on voit, quand on lit par patient, on voit où il en est dans son parcours, et après, on peut faire une requête dans l'autre sens, c'est-à-dire le nombre de patients. C'est ça qu'il nous demande à la fin. C'est pas par patient. Nous, on fait dans le TP, on va évaluer notre patient, mais après, pour le coordonnateur, il faut évaluer tout le programme. C'est dans l'autre sens. Et le tableau, il nous sert aussi de fonctionnement. Après, je sais qu'il existe, notamment à l'AP, des outils tout prêts, enfin des logiciels ETP. Je ne me rappelle plus le nom. Mais voilà. Il y a une petite question encore sur le, le- le programme lui-même. On demande si pour l'évaluation annuelle, elle est selon l'année civile ou selon la date d'anniversaire de lancement du programme. C'est l'année civile. Alors, par expérience, si vous pouvez commencer en janvier, c'est bien. Parce que des fois, on est pressé, on est genre en octobre-novembre et on se dit, ouais, on va commencer. Et finalement, en pratique, si vous pouvez attendre jusque janvier, c'est bien parce que ça évite les décalages derrière. Bon, après, ça dépend. Voilà, si vous êtes début décembre, attendez. Voilà. Nous, la première année, ce qu'on avait fait, c'est que septembre, comme on était prêt en septembre, on avait fait de septembre à décembre, fin décembre, on avait fait que les BEP. Et comme ça, hop, au mois de janvier, on a pu commencer les ateliers derrière. Et du coup, quand on a fait notre évaluation, on l'a expliqué. Mais après, vraiment, encore une fois, l'ARS, ils sont pas là pour vous coincer. En fait, si vous justifiez ce que vous faites, voilà, on n'a pas fait d'atelier parce que, avec le Covid, par exemple, on n'a pas fait d'atelier parce que nous, pendant très longtemps, on avait une hygiéniste qui n'a pas voulu, mais ça a duré 2 ans, hein. Donc, qui n'a pas voulu qu'on fasse d'atelier commun alors qu'on était dans une salle de dialyse. Mais du coup, on a justifié que voilà, on faisait que de l'individuel.
Mais enfin, il faut expliquer les choses, c'est tout. Parce qu'on a des fois, on a des où toutes les infirmières qui font le TP, elles sont tombées enceintes en même temps. Forcément, à un moment, ça coince sur la file active parce qu'il nous manquait des participants, quoi. Enfin, des animateurs. Donc voilà, mais c'est des choses que on décrit. Et c'est pas très grave. Alors après, on a d'autres questions, mais qui sont plus moins coordination, mais orientées partenariat patient. Donc, je ne sais Oui. pas si tu vas pouvoir y répondre aussi. Voilà, comment on va interpréter, Toi, mais tu vas du coup, peut-être. oui. Mais du coup, pour les patients partenaires, avez-vous des listes de patients? Comment se passe la formation des patients partenaires? Comment ces formations sont reconnues car elles sont différentes des 40 heures? Euh, voilà. Est-ce que vous avez des précisions sur les rémunérations, indemnisations du patient partenaire? Voilà. Alors, pour ce qui est de mes patients partenaires, déjà, en fait, on a commencé par faire la formation patient intervenant du pôle ETP, qui est gratuite du coup, enfin qui est prise en charge par l'ARS, pardon, Ouais. qui n'est pas gratuite, voilà. Et donc qui était la première journée ou demi-journée, je ne sais plus. C'était que le coordonnateur qui venait. Ensuite, il y avait les patients partenaires. Trois quoi? À Oui, demi-journée. 3 demi-journées. Mais le coordonnateur, il venait qu'au début, à la base. Ensuite, les demi-journées, ensuite, c'était que les patients entre eux, entre guillemets. Et à la fin, nous, on avait une quatrième. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on avait une quatrième journée où il y avait et les coordonnateurs ou des membres de l'équipe. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas que les coordonnateurs, mais, avec les patients intervenants. Et on a créé, l'idée, c'était de créer une séquence éducative ou un atelier ensemble. Et nous, on a créé, enfin, avec Odile, du coup, on a créé un atelier qui marche, en fait. En une demi-journée, on a créé la base. Après, voilà. Et après, elle a fait les 40 heures après. Alors, elle a eu la chance de... En fait, les 40 heures ont été payées par l'AP-HP, parce qu'elle participait à notre programme aussi. Après, il faut aussi pas mal se... Alors après, vous pouvez identifier des patients de vos structures, en fait, que vous voyez ou qui eux-mêmes se portent volontaires. Et après, vous pouvez aussi, il y a aussi s'adresser aux associations de patients, suivant la pathologie. Voilà. Après, je te laisse faire, Je peux Marie. compléter un petit peu. Effectivement, il n'y a pas de liste de patients partenaires à Oui. proprement parler existante. Après, effectivement, s'adresser aux associations de patients, il y a déjà des patients potentiellement formés, pas forcément aux 40 heures, mais en tout cas formés, bénévoles ou prêts à être actifs. Effectivement, ces formations qui se passent dans les associations, donc experts, partenaires, ressources, enfin voilà, elles sont diverses et variées et dépendent des associations. Après, pour intervenir en ETP, les patients doivent être formés aux 40 heures maintenant. Du coup, donc soit vous financez leur formation 40 heures puisqu'il fait partie de votre équipe et que voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe, donc on le forme avec nous. Soit effectivement, il y a des patients qui sont déjà formés aux 40 heures parce que leur association de patients est partenaire de France Asso Santé, parce qu'il y a une formation 40 heures à l'intérieur. Et de toute façon, euh, les formations 40 heures des patients sont reconnues puisque c'est les mêmes que vous, en fait. Voilà. Euh, et Alors ensuite, moi, effectivement, après, les critères de recrutement des patients, ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourrait discuter, d'ailleurs, qu'on a déjà discuté dans 2 autres webinaires. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez nous recontacter et on peut en discuter avec vous, vous accompagner et réfléchir, du coup, à l'intégration de patients avec vous. après, c'est une alliance. Enfin, des fois, ça marche pas. Nous, on avait eu un patient au départ, qui était hyper volontaire, alors qu'il était hyper diplômé, le DU et tout ça, mais qui, en fait, en pratique, ça fonctionnait pas avec nous. Du coup, on a d'un commun accord, ça ne fonctionnait pas parce qu'il était plus sur euh, donner son savoir, entre guillemets, enfin, raconter son histoire. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était plus que les patients, une co-animation. À la limite, nous, des fois, les patients, ils savent même pas, les patients qui font l'atelier. Pourtant, Odile, elle se présente au début,
comme patiente dialysée, etc. Et des fois, à la fin, eh ben, ils n'ont toujours pas compris qu'elle était patiente, en fait. Parce que d'abord, ça paraît étonnant pour quand même pour les patients au départ. C'est pas encore quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Et du coup, ils sont hyper étonnés, mais du coup, ils voient pas la différence entre guillemets. Mais en fait, on a chacun notre rôle en fait. Chacun nos, par exemple sur un atelier diététique, parce que c'est ma partie, je vais être, moi animer et elle va plutôt donner ses expériences par rapport à l'alimentation, etc. En fonction des questions du patient et pas dérouler son truc sur les régimes, etc., comment elle a ressenti, si on lui, c'est vraiment un partage avec les patients, mais comme un animateur, en fait. Enfin, c'est une animation, quoi. C'est une co-animation. Et pareil, on a un atelier vivre avec donc l'insuffisance rénale. C'est plutôt, vraiment, c'est sur les ressentis et tout. C'est plutôt elle qui gère et moi qui vais en co-animation essayer de, d'écouter les patients, reformuler, etc. Mais là, c'est pas de la coordination, c'est de la co-animation. Enfin, on n'est plus sur la. Mais on Alors, est c'est ce plus qui est compliqué. sur le Ouais, dans partenariat les. patient et l'intégration des patients plus que sur la coordination directement. C'est-à-dire que dans les 2 journées qu'on fait sur la coordination, on n'arrête pas avec Odile de dire ah, attention, on se ressent. Parce qu'en fait, souvent, quand on est coordonnateur, on est souvent animateur. Donc, enfin, c'est quand même assez souvent. Et donc, du coup, souvent, on a du mal et on dit attention, on vous parle de la coordination, etc. Il y avait une chose que je voulais rajouter, c'est que on n'a pas trop parlé des difficultés des coordonnateurs, mais dans les difficultés qui apparaissent, c'est la reconnaissance. La reconnaissance en tant que coordonnateur, qui peuvent être soit par les équipes elles-mêmes, soit par le coordonnateur lui-même. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, et on travaille beaucoup là-dessus, sur des gens qui coordonnent alors qu'ils ne sont pas coordonnateurs officiels, et des gens qui coordonnent pas alors qu'ils sont coordonnateurs, enfin, et qui voudraient, enfin, et aussi ça ressort tout le temps, le syndrome de l'imposteur et tout. Donc c'est vraiment ce qu'on travaille sur ces 2 journées, c'est aussi voilà se recentrer sur votre rôle et sur ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire et comment on le fait. Et ce qui est compliqué aussi, c'est la hiérarchie, enfin c'est qu'il n'y a pas de lien hiérarchique. Donc, quand les coordonnateurs, c'est des cadres, etc., ils ont l'habitude. Mais quand c'est vrai que moi, je suis coordinatrice, je coordonne le médecin. Donc, c'est vrai que ça paraît bizarre au départ, mais après, ça reste, c'est l'OTP, donc c'est différent. Donc, c'est vraiment les difficultés qui ressortent à chaque fois. Donc, on travaille pas mal là-dessus aussi, avec les équipes. Voilà. Il y a une personne qui souhaite aussi revenir sur la problématique de l'absentéisme des patients aux ateliers et quelle action en tant que coordinateur on peut mettre en place pour remédier à ça. C'est d'essayer de travailler en équipe toujours. C'est pas le coordonnateur tout seul. Donc, en fait, un programme, ça peut pas être que le coordonnateur. Parce que sinon, ça marche. Enfin, le coordonnateur, il se casse une jambe et il n'y a plus de programme, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment travailler en équipe sur essayer de retrouver les causes. Et les causes, c'est peut-être qu'on a mal identifié notre public ou mal communiqué. Il y a toute la communication. C'est parfois, par exemple, dans les hôpitaux, dans les établissements assez importants, euh, on se rend compte qu'on va aller communiquer, je sais pas où, dans le département, et que peut-être le service qui est au-dessus, je sais pas si vous êtes un néphro, puis que finalement au-dessus il y a la diabéto, il ne sait pas qu'il y a un programme en dessous, et que du coup, donc c'est aussi retravailler sur la communication. Et après, c'est essayer, quand on peut, c'est de recontacter, mais c'est pas forcément le coordonnateur, ça s'organise, c'est recontacter les patients qui sont pas venus pour voir pourquoi ils sont pas venus. Ah, si je peux Mais ajouter quelque chose aussi, c'est qu'effectivement, souvent, c'est une réflexion aussi sur le bilan éducatif partagé, comment il est fait, comment on prend en compte les besoins des patients, etc., et comment on va les orienter vers des ateliers qui ont un réel bénéfice pour eux et pas pour vous en tant que soignant, pour eux. Voilà, c'est Alors, comment. ce qui est compliqué souvent, c'est de les faire venir une fois. C'est-à-dire que première fois, ils savent pas trop où ils vont. Donc voilà. S'ils reviennent pas la deuxième fois, tout ça, c'est moins bon signe. C'est-à-dire que la première fois, c'est peut-être que voilà, il sait pas trop où il va. Si vous avez que des patients qui ne reviennent pas,
bah, c'est qu'il y a quelque chose à retravailler sur les ateliers et pas faire. Faut pas que ce soit des cours. Ça, on le redit parce que même la semaine, il y a on a eu des ateliers la semaine dernière, il y a 2 semaines. Bah, ouais, je fais un cours. Mais non, on ne fait pas de cours en fait. Donc voilà, parce que si c'est pour un cours, bah, Internet, ça marche vite. Donc voilà, donc du coup, c'est arriver à trouver qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas trouvé d'intérêt en fait. Mais c'est pas le coordonnateur. C'est à ce moment-là, il faut faire une réunion d'équipe pour ça. Et pour ça, c'est important d'aller interroger les patients, pas euh, sur pourquoi ils viennent pas, et aussi faire une petite évaluation des ateliers, de la méthodologie, de comment ça se passe pour essayer de vérifier ce que Marie a dit. Ben, est-ce que ça correspond vraiment aux besoins du patient, ce qu'on est en train de proposer, et, et en même temps, est-ce que c'est intéressant en termes d'activité, méthodologie? Est-ce que les patients trouvent un intérêt? Et il y a l'accessibilité pratique aussi. C'est est-ce que les horaires sont adaptés? Parce que souvent, les horaires des soignants, en tout cas en hospitalier, et les horaires des patients ne sont pas les mêmes. Enfin, la temporalité n'est pas la même. Est-ce que les lieux sont adaptés? Est-ce que c'est très compliqué? Alors moi, j'ai animé des ateliers pour le réseau Rénif en banlieue, donc à Rosny-sous-Bois, et on s'était dit, bah, comme ça, les gens du 93, ils vont venir. En fait, les gens du 93 de Rosny, ils sont venus, mais ceux d'à côté, de la ville d'à côté, ils sont pas venus parce que c'est pas, enfin, banlieue, c'est la galère. Ils préféraient venir au siège social de Rénif qui était à Strasbourg-Saint-Denis parce que c'était beaucoup plus simple pour eux. Et en fait, on a dit, bon, on arrête parce qu'on n'a pas assez de patients sur Rosny-sous-Bois pour. Et en fait, c'est des choses qu'au départ, on pense bien faire, mais en pratique, ça marche pas. Mais ça, on l'a identifié. Parce que les patients du 93, ils s'inscrivaient pas dans le 93, ils s'inscrivaient à Paris. Donc, c'est qu'il y avait. On l'a vite identifié. Donc, ça, c'est des choses qui font partie de l'évaluation continue. Vous n'allez pas attendre l'annuel ou la quadriennale pour dire, ah ben, on arrête, quoi. On n'arrête pas le programme, on le réorganise. On a encore 10 minutes. Il y a une question de Stéphanie Dumont. Mais en fait, c'est pas une question. Je ne sais pas, Stéphanie, est-ce que vous voulez allumer votre micro? Elle dit que c'est compliqué d'intégrer une équipe. Elle est Oui, sophrologue. ouais, c'est ça. Vous m'entendez? Oui. Oui, 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 toujours. bonjour à toutes. Je pense qu'on n'est que des filles, mais à tous au cas où. Donc oui, voilà. Donc moi, je suis formée à l'ETP. J'étais assistante dentaire pendant 27 ans. Là, je passe le DU en ETP à Caen. Et ben, j'avais pensé à intégrer Planète Patient, puis en fin de compte, ils viennent de me dire que finalement, ils n'ont pas de besoin. Donc on a signé une convention en espérant pouvoir faire de l'ETP ensemble. Ce n'est plus le cas et du coup, je me retrouve un peu coincée parce que j'aimerais bien intégrer des équipes en ETP et bah, j'en trouve pas en fin de compte parce qu'elles sont déjà constituées et je trouve que c'est très compliqué. Alors, en tant que soignante, en tant que patiente intervenante, Intervenante, hein, non pas en tant que, enfin je pourrais être patiente, mais ça, je n'ai pas encore vu ça, mais en tant qu'intervenante. et à quel, du coup, j'ai pas compris Bah, pour animer les programmes d'ETP, par exemple. ouais, En mais tant que sur quel, sophrologue. En tant Oui, que ah voilà. sophrologue. Alors, moi, je connais pas grand-chose sur la sophrologie. Je sais pas, je saurais pas. C'est compliqué parce qu'on c'est pas reconnu ou comment? de quoi qui n'est pas reconnu. Par rapport, on vous dit quoi en fait quand Il n'y a pas quand de vous besoin. prenez? Il n'y a pas de besoin en gestion du stress, en gestion d'émotions. En plus, je suis spécialisée en tout ce qui est douleurs chroniques et troubles de l'audition, donc il y a quand même de quoi faire. Mais Hum. voilà, je sais pas, je comprends pas. Voilà, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont malades, qui ont besoin qu'on les aide dans leur santé, Après, il parce que faut là, arriver à voir si quand vous allez vers une équipe, est-ce qu'ils ont déjà ce qu'il faut, entre guillemets, en termes de. Est-ce qu'ils ont déjà des animateurs, alors peut-être pas les sophrologues, mais qui sont déjà sur ce mm, créneau-là, ou pas. Puis après, il y a souvent des problèmes de budget, hein. Enfin, faut pas se mm, leurrer, il y a quand même tout ça derrière. Donc souvent, quand c'est des structures, on essaye en interne si vous arrivez en tant que bénévole, il y aura peut-être plus de chances que, ben, j'en ai fait ma reconversion professionnelle, donc c'est un peu dommage. J'ai tout Hum, investi là-dedans.
Donc, Non, non, mais voilà. je comprends, mais du coup, je pense que plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Donc, je pense qu'il y a une histoire aussi des budgets, etc. Mm. Donc, et est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? J'en sais rien. Je Mm. peux pas. Voilà. Il Je sais pas reste, si, est-ce qu'ils prennent d'autres sophrologues? Je Ah, sais il y pas. en a dans certaines équipes, hein. Ah ouais. Parce que ça marche Bah, bien en onco ou des choses comme ça. Il y a pour l'acceptation, l'annonce après cancer ou des choses comme ça, jusqu'à la rémission ou pas, malheureusement. Mhm. Ça fonctionne très bien, mais seulement, voilà, je trouve pas d'équipe à intégrer, quoi. Il y a quelqu'un après, qui du lève coup, la main. ce sont on des lance un situations. appel hein, aux personnes. Si vous cherchez une sophrologue, Stéphanie est disponible. Mais Voilà. sur quelle Même région, si du coup? C'est 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 en malheureux parce que Normandie. ouais, je en suis super Normandie. motivée et puis de voir ça, je me dis mince quand même. Enfin, c'est bizarre. Ouais. Mariana, Bah, vas-y. Il nous reste encore 5 minutes. il y a une main levée. Ouais, il y a Cathy Saurin. Cathy Sorin. Et donc, il faut allumer le micro, Cathy. Oui, ça y est, c'est bon. Allez-y. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis patiente, donc je m'intéresse en fait à l'autre partie, la contrepartie en fait des programmes ETP. J'ai intégré plusieurs ateliers d'éducation thérapeutique et je suis la personne qui a posé la question sur la rémunération et sur la reconnaissance des formations. Je sais que vous ne pourrez pas forcément répondre parce que c'est du domaine de la HAS et que c'est même au-dessus. Par contre, ma question c'est, est-ce que, comme vous êtes en relation avec l'ARS, vous abordez le sujet de la reconnaissance du patient, enfin d'une reconnaissance juridique en fait du patient? Parce que moi, je le fais dans ma région. Et je me dis que si on est nombreux, et pas que par la voix des patients, à avoir cette reconnaissance, ben, ça pourra peut-être faire avancer les choses. Alors, j'entends qu'il y a des problèmes d'argent, c'est pas la question, mais si j'ai bien suivi pour 2028, alors chaque année, enfin, quand j'ai fait mes formations, c'était 2026, mais chaque année il décale et donc on verra par la suite. Euh, ils vont euh, mettre un peu le montant de la subvention ou l'attribution de la subvention à condition de la présence d'un patient partenaire. Alors, en fait, c'est ARS dépendant. Du coup, si je comprends bien, vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est ARS dépendant. Nous, comme vous dites, on est le confrère de l'ETNA, donc l'ETNA qui est le pôle ressources en Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, nous aussi, on travaille sur la question du partenariat patient, la reconnaissance des patients. Il y a déjà des patients intégrés dans les équipes de soins, notamment à la PHP. Je pense qu'il y a même un poste d'une patiente partenaire qui a été créé au sein de l'UTEP de Paris-Saclay, un poste en temps plein pour suivre justement le parcours des patients avec l'idée d'intégrer 67 patients dans tous les programmes ETP de Paris-Saclay. On a également un projet au sein de la PHP justement qui travaille sur la reconnaissance de l'expérience patient dans les programmes ETP et leur intégration. Effectivement, la question de la rémunération est en cours aussi, et là, pour le moment, est aussi structure dépendante, en fait, en fonction des moyens des structures. Donc, certaines structures des frais, certaines structures peuvent rémunérer, certaines structures ont réussi à faire des fiches de poste avec des postes, hein, enfin, c'est des emplois euh, qui existent. Mais voilà, il y a beaucoup de choses encore qui sont en chantier, on va dire, sur la région Île-de-France. Après, il y a un appel à projet qui a été lancé, justement, auquel nous avons répondu, a été sélectionné pour travailler sur le maillage du partenariat en Île-de-France. Et donc, ça se lance sur 2025. Donc, effectivement, tous ces chantiers-là sont en cours un peu partout pour ceux qui suivent, et partout en France d'ailleurs, hein. Je dis pas qu'en Île-de-France, partout en France, puisqu'il y a aussi un colloque qui s'est tenu à Lyon sur le sujet il y a en octobre, septembre. Enfin, voilà. Et donc, la rémunération, effectivement, c'est une question à se poser comme question quand on est coordinateur et les possibilités de rémunération des patients intervenants dans un programme ETP. Après, c'est vrai qu'il y a du militantisme à faire, mais beaucoup sont bloqués par, par leur structure, voire selon les hôpitaux, par carrément le GH. Enfin, voilà. C'est... Après, Mais, pas- pour,
Je voulais juste par expérience, alors nous on défraie, c'est-à-dire qu'on paye le transport et le Le repas. repas, on mange ensemble. Donc, voilà. Et ça aussi, ça fait partie de la convivialité. Et en fait, nous, légalement, enfin, moi, je suis dans une boîte privée, très privée. Et du coup, en termes de compliance, ça pose des problèmes parce que le défraiement pose pas de problème, mais le fait, comme on dépend d'un groupe pharmaceutique, bah, en fait, la loi fait qu'on ne peut pas payer un patient. Donc, Ouais. en fait, il y a aussi des choses qui ont été faites pour éviter les malversations qui finalement se retournent dans l'autre sens, quoi, en fait, pour la Mais loi. pardon, au-delà de la rémunération, il y a une reconnaissance avec un cadre juridique. Exemple tout bête, je pars pour aller sur un atelier, j'ai un accident. C'est considéré comme un accident de travail ou comme un accident de la vie? Bah, Vous ça dépend voyez? des statuts que vous Vu qu'il n'y avez a pas de négociés, droit, effectivement. Ben Eh oui. ben, il n'y a c'est pas ça, que c'est parce qu'il n'y a pas de cadre juridique. Vous pouvez signer Donc, un contrat, hein. Vous pouvez signer un contrat d'intervenant avec l'équipe. En fait, tout Ah dépend oui, jusqu'où oui, l'équipe d'accord, la va, convention, ok. ah oui. ça dépend il jusqu'où y a une l'équipe convention, va ouais. vouloir signer, en fait. C'est la contractualisation qui protège les gens dans le cadre du travail. Mm. Merci Après, de cette précision. nous, on a une convention avec le patient partenaire et on a une convention aussi avec l'association de patients. Oui, oui, moi j'y travaille aussi. Merci de votre temps. Après, il y a des patients aussi qui ne se font pas rémunérer, mais il y a une rémunération, entre guillemets, à l'association dont ils dépendent. Parce qu'en fait, Ça, c'est ce que je fais avec les laboratoires. voilà, ce qui peut arriver aussi, c'est pour les personnes qui ont la hache, etc., c'est que des fois, ils ne veulent pas non plus, parce que par rapport pour derrière les impôts, etc., et la hache. Et donc, du coup, bah, le fait de passer par l'association, ça permet de rémunérer plus facilement, parfois. Mais ça dépend. Bon, Enfin, tout ça est très structure dépendante. on arrive à la fin de ce webinaire. Ça a été très intéressant. Merci Séverine d'avoir Merci à vous. partagé ton expérience et merci à tout le monde de la présence, des questions. Marie a laissé son contact pour toute question par rapport au partenariat patient parce qu'elle travaille sur cet axe-là. Et donc, nous, on est très contents d'avoir tout le monde ensemble aujourd'hui autour de ces sujets. Et on va continuer à faire nos webinaires une fois par mois, à chaque mois une thématique spécifique, toujours affichée sur notre site internet. Donc, merci à tous pour la présence.